Il y a quelques années, en 2019, les habitants d'Australie discutaient avec enthousiasme d'une vieille idée. Utiliser l'excédent d'eau de crue du nord du pays pour aider les régions arides à l'ouest et au sud. Ce projet portait le nom de New Bradfield Scheme. Il avait vu le jour pour la première fois dans les années 1930. L'idée consistait à capter l'eau de crue du nord et à la déplacer vers le sud et l'ouest. Mais le plan initial n'a jamais véritablement vu le jour. Au fil des années, de nombreux experts ont affirmé qu'il ne fonctionnerait pas. Ils pensaient que c'était trop cher et trop compliqué à construire, même si cela pouvait potentiellement aider à résoudre les problèmes de sécheresse dans les régions arides du Queensland. L'idée originale était loin d'être neuve. C'est un ingénieur nommé John Bradfield qui y avait pensé. Il voulait pomper les eaux de crue des rivières du nord du Queensland afin de les acheminer vers l'intérieur, jusqu'au lac Eyre, l'un des endroits les plus arides d'Australie. Il avait prévu d'utiliser des barrages, des pompes, de très gros tuyaux et même des tunnels pour transporter toute cette eau au-delà de la Great Dividing Range, une chaîne de montagnes australiennes. Le plus grand barrage aurait porté le nom de Hell's Gate, et Bradfield le voulait 2 fois plus grand que ce qui était initialement prévu. De cette façon, les pompes et la gravité pourraient aider à déplacer l'eau au-delà de la Great Dividing Range. L'eau coulerait vers le sud et contribuerait à irriguer les terres agricoles près de lieux comme Hughenden. Elle modifierait le climat, ferait pleuvoir davantage et transformerait cette terre aride en ferme verdoyante. Finalement, elle atteindrait le lac Eyre et transformerait le désert en une région verte et fertile. Ainsi, l'Australie pourrait produire plus de nourriture, la vendre à d'autres pays et créer davantage d'emplois. Son espoir était que la région devienne ainsi le grand garde-manger du pays. Pendant un certain temps, les gens parlèrent trop beaucoup de son projet, l'idée leur plaisait. Ils pensaient que cela pouvait changer le fonctionnement de l'agriculture. Et certains croyaient même que la nature avait déjà prévu que les terres puissent être remplies d'eau. Le lit des rivières et les lacs asséchés n'attendèrent qu'à être utilisés. Ils disaient même que les pluies tombèrent du mauvais côté des montagnes et que le plan de Bradfield serait une bonne solution. Mais lorsque les autorités se penchèrent sur cette idée, elles découvrirent de gros problèmes. Le principal était que tout cela allait coûter extrêmement cher. De plus, il n'y avait pas assez de scientifiques ou d'ingénieurs pour mener une enquête complète. Le terrain était trop sec et inhospitalier. Personne ne savait si cela fonctionnerait vraiment. Par exemple, quelle quantité d'eau pensait-on pouvoir acheminer? En outre, certaines des mesures de Bradfield étaient incorrectes, notamment la hauteur des barrages. Ainsi, en 1947, le projet fut officiellement abandonné, car, disait-on, même si on parvenait à le mener à bien, cela n'en vaudrait pas la peine. Après tout, même des endroits situés à proximité de l'océan, par exemple certaines régions du Chili, restent toujours extrêmement secs. Donc un grand lac ne donnerait pas forcément plus de pluie. Et pourtant, en 2019, un parti politique a relancé l'idée, avec une version mise à jour, qu'on a baptisée le New Bradfield Scheme. Il voulait réessayer le projet, mais avec quelques modifications pour le rendre plus performant. Leur plan comprenait les étapes suivantes. Prendre de l'eau des rivières South Johnstone, Tully, Herbert et Burdekin. Stocker cette eau en utilisant un grand barrage du nom de Hell's Gate, mais cette fois, ils voulaient que le barrage soit 2 fois plus haut que dans le plan d'origine. Laisser l'eau s'écouler au travers de tunnels, en utilisant la gravité au lieu d'utiliser des pompes, faire passer l'eau sous les montagnes et jusqu'à la rivière Warrego dans le sud du Queensland. Utiliser l'eau pour cultiver des récoltes dans des endroits secs au sud et à l'ouest de Hughenden, une vaste zone, plus grande encore que la Tasmanie, et faire de cette région un immense garde-manger. Ils n'ont toutefois pas indiqué combien coûterait l'ensemble du projet, mais ils ont promis de dépenser 20 millions de dollars pour permettre à l'Agence scientifique nationale d'Australie de vérifier si tout ça pourrait fonctionner. Il s'agissait là de très bonnes idées, mais pendant plus de 80 ans, de nombreux experts n'ont cessé de dire que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? En 1941, Bradfield a dit que son idée coûterait 40 millions de livres sterling. Aujourd'hui, cela représente environ 3,2 milliards de dollars. Et la nouvelle version du plan pourrait coûter plus de 15 milliards de dollars et prendre plus de 10 ans à réaliser. De plus, les personnes qui se soucient de la nature sont inquiètes. Selon elles, détourner l'eau de son parcours habituel nuirait aux animaux et aux plantes. Parmi les conséquences, le développement, dans des zones où elles sont encore absentes, d'espèces invasives. Cela pourrait en outre perturber les rivières et les océans où vivent les poissons et d'autres animaux. Cela pourrait même nuire aux villes et aux entreprises installées près des côtes et qui dépendent de ces cours d'eau naturels.
Néanmoins, certains voulaient vraiment croire en l'idée et pensaient qu'elle valait la peine d'être mise en œuvre, surtout pour aider les agriculteurs et résoudre les problèmes de sécheresse. Cependant, en 2022, le gouvernement a décidé de cesser d'essayer de résoudre le problème de la sécheresse dans l'ouest du Queensland avec le Bradfield Scheme. Les experts ont examiné le plan de près et ont déclaré qu'il ne fonctionnerait tout simplement pas. Le problème ? L'afflux n'est pas assez constant et le projet n'est donc pas réaliste. Apparemment, le coût du nouveau plan aurait dépassé les 30 milliards de dollars, une somme énorme. Vous pourriez vous acheter une flotte de jets privés et de yachts de luxe avec cette menue monnaie. Ainsi, les experts disent donc qu'il faudrait énormément d'eau pour dépenser de telles sommes d'argent, mais il n'y en a tout simplement pas suffisamment. Au lieu d'un grand projet unique, d'autres personnes ont suggéré de réaliser de plus petits projets hydrauliques, plus proches des endroits où se trouve de la pluie et les cascades. Ces projets, qu'on a appelés les mini-réseaux Bradfield, se situeraient à 4 endroits différents le long de la côte du Queensland. L'idée, c'est que ces installations partagent chacun leur eau lorsque certains endroits viennent à en manquer. Des scientifiques ont examiné le plan et sont tombés d'accord. Même si tout se passait très bien, le Bradfield Scheme causerait toujours des problèmes et coûterait beaucoup trop cher, tandis que le projet des mini-réseaux d'eau semble plus plausible. Ils pensent que les zones sèches à l'ouest des montagnes s'en sortiront mieux ainsi, sans le projet Bradfield. Il existe des moyens plus simples et moins coûteux pour aider ces endroits à se développer et à obtenir de l'eau. Ainsi, le grand projet a été abandonné, et il se tourne maintenant vers des idées plus ingénieuses et plus modestes pour venir en aide aux agriculteurs. Et la question est assez urgente. L'Australie est un endroit extrêmement sec, l'un des lieux habités les plus secs au monde. En période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'eau disponible. Cela signifie que les fermes ne produisent pas autant de nourriture, ce qui peut causer de nombreux problèmes. À l'avenir, les sécheresses sont susceptibles de se produire plus fréquemment et d'être plus sévères. C'est pourquoi il est nécessaire de commencer à se préparer dès maintenant. Des experts travaillent aujourd'hui sur un projet portant le nom de Drought Resilience Mission. Ils essaient de comprendre comment mieux gérer les sécheresses à l'avenir. L'un d'eux a calculé combien les sécheresses coûtent réellement à l'Australie. Et ces recherches indiquent à ce que les périodes sèches peuvent nuire à de nombreux secteurs. Les exploitations agricoles, les emplois, les villes, et même l'ensemble du pays. Quand il n'y a pas de pluie pendant une très longue période, certaines villes peuvent effectivement manquer d'eau. On appelle cela un jour zéro. Les arrivées d'eau des habitations sont tout simplement fermées, car il n'y a tout simplement plus d'eau. En 2020, une ville du Queensland, Stanthorpe, a atteint son jour zéro, et 50 autres villes étaient sur le point d'en faire autant. Lorsqu'une telle situation se produit, la seule façon d'obtenir de l'eau est de l'acheminer par camion, et cela coûte extrêmement cher. Stanthorpe a dû recevoir environ 40 camions d'eau chaque jour pendant 1 an et demi. Cela leur a coûté environ 800 000 $ par mois. Au final, ils ont dépensé plus de 14 millions de dollars uniquement pour avoir de l'eau. Heureusement, il a recommencé à pleuvoir et les barrages se sont à nouveau remplis. Mais les autorités travaillent sur des moyens d'empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Elles veulent que les villes soient toujours prêtes et ne manquent plus jamais d'eau à l'avenir. Parce que la sécheresse ne perturbe pas seulement l'approvisionnement en eau, elle peut aussi nuire à la santé des gens. Quand tout s'assèche, les plantes disparaissent et le sol se dessert. Ensuite, le vent soulève la poussière en d'immenses tempêtes. Ces nuages de poussière peuvent voyager très loin, même jusqu'à des grandes villes comme Sydney. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. L'air était si mauvais que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires couraient de graves dangers. La poussière a détruit des récoltes et même modifié certains aliments, les rendant dangereux pour la santé. Vous vous trouvez au milieu d'un immense désert vide en Arabie Saoudite. Pourtant, en plein cœur de ce néant, 2 gratte-ciel miroitants s'élèvent côte à côte, parfaitement parallèles. Ce n'est pas une simple vision futuriste, mais bien The Line, le projet urbain le plus audacieux jamais entrepris par le royaume. L'Arabie Saoudite est déjà le berceau de certaines des architectures les plus ambitieuses au monde. Du quartier financier du roi Abdallah à Riyad aux imposantes tours Abraj al-Bayt de la Mecque, le pays multiplie les réalisations spectaculaires. Mais The Line joue dans une toute autre catégorie. Annoncé en 2021, ce projet s'inscrit dans une initiative plus vaste, baptisée NEOM. Un méga-projet à 500 milliards de dollars visant à transformer la manière dont les gens vivent, travaillent et interagissent avec leur environnement. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Difficile à dire, mais le récent départ de Nadmi Al-Nasr,
qui dirigeait ce projet de longue date, suscite des doutes. D'autant plus qu'un communiqué de Neom publié juste après n'a avancé aucune explication crédible à son sujet. À l'origine, le coût du projet The Line était estimé à environ 200 milliards de dollars. Mais en 2024, cette somme a littéralement explosé, atteignant le chiffre vertigineux de 2000 milliards de dollars. Un montant équivalent à près du double du PIB de l'Arabie Saoudite. Et selon des analystes indépendants, cette facture pourrait encore s'alourdir. Les ambitions initiales prévoyaient la construction d'environ 16 km du projet et l'installation d'1,5 million d'habitants d'ici à 2030. Mais ces projections ont été considérablement revues à la baisse. Désormais, à peine plus de 2 km pourraient être achevés à cette échéance, avec moins de 300 000 résidents. Le chantier a été ralenti par de nombreux obstacles, entre défis techniques et difficultés de gestion, entraînant des retards majeurs et un avancement bien plus lent qu'espéré. Voyons maintenant ce qu'est réellement The Line. Il s'agit d'une ville entière encapsulée dans 2 gratte-ciel parallèles de 500 mètres de hauteur, surpassant presque tous les plus hauts édifices au monde. Ces structures colossales, larges de 200 mètres, s'étendent sur une distance vertigineuse de 170 km dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, à proximité de la mer Rouge. Le plus impressionnant, l'ensemble de la ville tient dans cette seule structure. Aucune voiture, aucune route, aucune émission polluante, mais nous détaillerons ces aspects plus tard. Ce gigantesque complexe est conçu pour accueillir 9 millions d'habitants, tout en fonctionnant exclusivement grâce aux énergies renouvelables. Un projet parfaitement aligné avec le plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. L'extérieur des gratte-ciel sera entièrement revêtu de miroirs, réfléchissant le paysage désertique alentour pour une intégration quasi parfaite à son environnement. À l'intérieur, on trouvera des jardins luxuriants, des cascades, des taxis volants et même des robots assistants chargés des tâches quotidiennes. Les concepteurs de la ville envisagent même d'y intégrer une lune artificielle. L'un des aspects les plus singuliers de The Line réside dans son organisation spatiale. Contrairement aux villes classiques qui s'étendent horizontalement, celle-ci adopte une structure verticale. Logements, bureaux, parcs, écoles et commerces sont superposés en différentes strates, réduisant ainsi la nécessité de longs déplacements. Les concepteurs assurent que toutes les commodités seront accessibles en moins de 5 minutes de marche, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Bien que son empreinte au sol soit réduite, cette structure verticale permet d'accueillir 9 millions d'habitants, tout en préservant des espaces verts, des zones naturelles et des équipements modernes. Un système de contrôle climatique est également prévu, maintenant une température agréable en toute saison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, malgré les conditions extrêmes du désert. Bien sûr, même si tout est à portée de main, il restera nécessaire de se déplacer dans la ville. Rassurez-vous, The Line a tout prévu et de la manière la plus avant-gardiste qui soit. Un train à grande vitesse reliera les 2 extrémités de la ville en seulement 20 minutes. Autrement dit, il couvrira 170 km avec seulement 4 arrêts en cours de route. Imaginez pouvoir traverser toute la ville plus rapidement qu'il ne faut de temps pour parcourir une agglomération en voiture aujourd'hui. En complément du train, The Line intégrera aussi des véhicules autonomes. Ces voitures et navettes circuleront sans conducteur grâce à des technologies avancées, prenant en charge aussi bien le stationnement que l'évitement des obstacles. Encore plus impressionnant, chaque véhicule, train et infrastructure sera interconnecté via un immense réseau appelé Internet des objets. Grâce à des capteurs et des données en temps réel, le trafic pourra s'écouler sans encombre, limitant ainsi les retards et réduisant la congestion. Le projet Neom a été évoqué pour la première fois en 2017. En plus de The Line, il comprend également une ville industrielle flottante en forme d'octogone et une luxueuse station de ski. C'est d'ailleurs là que l'Arabie Saoudite accueillera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. De plus, la région abritera la plus grande centrale d'énergie verte au monde, garantissant son autonomie et sa durabilité. L'objectif de Neom est d'attirer des habitants du monde entier, non seulement pour y séjourner, mais pour s'y établir durablement. Les résidents auront même un gentilé spécifique. Ils seront appelés Néomiens. Toutefois, certains experts en urbanisme et en architecture émettent des réserves quant à ce projet. La disposition en ligne droite de la ville présente plusieurs inconvénients majeurs. À titre de comparaison, dans une métropole traditionnelle comme Johannesburg, qui couvre une superficie bien plus vaste que The Line,
La distance moyenne entre deux habitants pris au hasard est d'environ 30 km. Or, dans The Line, cette distance atteindrait en moyenne 56 km, soit près du double, bien que la superficie totale soit nettement plus réduite. Une telle configuration pourrait compliquer les interactions sociales et rendre les déplacements fastidieux, même avec un train à grande vitesse traversant la ville. D'après les promoteurs du projet, chaque résident aura accès à tout ce dont il a besoin en seulement 5 minutes de marche. Pourtant, certains expriment des doutes. Vivre empilé dans un espace ultra compact pourrait bien finir par être oppressant, voire insupportable. Quant à l'idée d'une façade entièrement recouverte de miroirs, si elle impressionne sur les rendus numériques, elle suscite aussi des interrogations. En réfléchissant intensément la lumière du soleil dans un environnement désertique, cette conception pourrait perturber la faune locale ou engendrer des problèmes de surchauffe inattendus. Les innovations technologiques de The Line paraissent impressionnantes, mais elles soulèvent aussi des défis majeurs. La ville repose sur l'Internet des objets et des véhicules autonomes, un concept alléchant, certes, mais qui pose question sur son application concrète dans une cité de 170 km de long. Pour garantir un fonctionnement fluide, chaque composant, voiture, train, infrastructure, devra être parfaitement synchronisé et échanger en continu des quantités massives de données en temps réel. Or, le moindre dysfonctionnement risquerait de perturber la vie quotidienne de millions d'habitants. Le train à grande vitesse, lui aussi, semble relever du rêve. Pourtant, le faire fonctionner durablement dans un désert représente un défi colossal. Entre la chaleur extrême, les déplacements de sable et l'usure accélérée des rails, les risques de retard fréquents et de coûts d'entretien exorbitants sont bien réels. Partout dans le monde, on s'interroge sur la faisabilité du projet. À l'origine, les premiers habitants devaient s'installer dans The Line d'ici 2030. Toutefois, certaines informations suggèrent que cet objectif pourrait être revu à la baisse. Un autre enjeu concerne la durabilité. L'ambition de fonctionner avec zéro émission et une énergie entièrement propre, mais ériger une infrastructure d'une telle envergure nécessitera des ressources colossales. Face à ces défis, l'Arabie Saoudite cherche de nouvelles stratégies de financement et tente de définir quelles parties du programme Vision 2030 doivent être mises en priorité. Un expert proche du dossier a récemment révélé que certains projets avanceraient comme prévu, tandis que d'autres pourraient être revus à la baisse. Cette vision correspond aux déclarations d'Ali Shihabi, membre du comité consultatif de NEOM, qui a reconnu que les objectifs de Vision 2030 avaient toujours été volontairement, voire excessivement, ambitieux. Il estime cependant que même si seuls certains éléments du projet voient le jour à temps, cela représentera une avancée considérable.